Le Groenland est couvert de neige et de glace à plus de 80%. L'une des raisons pour lesquelles cet endroit, la plus grande île non continentale du monde, est si peu peuplé, pourrait être sa population de seulement 56 000 habitants, soit une densité de 0,14 personnes par km². Ah, il appartient en quelque sorte au Danemark. Nous allons voir pourquoi le Groenland appartient au Danemark et ce que l'avenir lui réserve dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show. Pourquoi le Groenland fait-il partie du Danemark? Le Groenland n'a pas toujours été une île glacée et isolée. Les premiers habitants, les Inuits, y sont arrivés vers 2500 avant Jésus-Christ sans bateau. Les eaux du détroit de Tulé ont gelé, créant un pont de glace naturel qui reliait les îles arctiques canadiennes au Groenland. Les Inuits ont ainsi pu traverser l'Arctique et s'établir sur l'île. Les historiens pensent que les premiers immigrants ont disparu, mais il y a eu plusieurs vagues de migration qui ont continué après la disparition des premiers colons. Le peuple tuléen, ancêtre des Groenlandais actuels, formait la dernière vague. Bien que les sources divergent sur la période exacte, la plupart des historiens pensent que les Tuléens s'étaient installés au Groenland entre 1100 et 1200. Un autre groupe mené par l'exilé norvégien Éric le Rouge était déjà arrivé en 982 après Jésus-Christ. La Norvège a expulsé Éric le Rouge d'une communauté islandaise pour meurtre. Étant persona non grata dans sa ville, Éric a bravé les mers glacées du nord et a navigué vers l'ouest depuis l'Islande. Il s'est probablement demandé s'il n'aurait pas mieux fait de demander une peine de prison à la place. Il a finalement atteint une banquise, puis aperçu un rivage et de la terre ferme. Des Inuits de la migration précédente vivaient encore au Groenland. Éric le Rouge n'a sans doute pas rencontré ces gens immédiatement, et même alors, il n'aurait pas pu leur parler. En 985, Éric le Rouge quitta la région pour l'Islande, espérant que sa situation serait oubliée. Mais il ne revint pas discrètement. Il a alors enthousiasmé la foule en affirmant avoir découvert une nouvelle terre, créant l'une des premières arnaques publicitaires de l'histoire. Éric a appelé l'île glacée Groenland, pour lui donner l'image d'un paradis fertile, alors que plus de 80% étaient sous la glace. Pour être juste envers Éric, le sud du Groenland où il s'est installé devient assez vert l'été. Mais historiquement, c'est peu probable. Il avait navigué jusqu'au Groenland et y avait passé un certain temps sans se rendre compte que la majeure partie de la terre était absolument inutilisable pour l'agriculture et loin d'être verte. Accompagné de Norvégiens enthousiastes, Éric le Rouge retourna au Groenland et y fonda deux communautés, les établissements de l'Ouest et de l'Est. La population norvégienne comptait 2000 à 3000 personnes sur environ 280 fermes. Ainsi, Éric a partiellement tenu sa promesse. Leif Erikson, son fils le plus célèbre, qui avait récemment christianisé la Norvège, arriva sur l'île pour retrouver son père. À son arrivée, Leif vit les glaciers, les phoques et la glace, et pensa que cet endroit avait surtout besoin de Jésus. Leif diffusa le christianisme chez les colons, et en 1126, le Groenland possédait un siège épiscopal. Comment les Norvégiens et les Inuits allaient-ils interagir? Bien, si vous connaissez l'histoire euro-américaine, vous devinez sûrement que non. Les Norvégiens ont fait la même erreur que de nombreux colons européens. Pendant des siècles, ils ont voulu vivre comme chez eux, sans s'adapter à leur nouvel environnement. Des siècles plus tard, les pèlerins ont failli mourir de faim avant d'être sauvés par les Amérindiens. Les Vikings, eux, avaient amené des animaux domestiques, comme bovins et cochons. Ils ont installé des fermes de la même manière qu'ils l'auraient fait chez eux, et ils menaient une vie tranquille de fermiers. Des indices suggèrent qu'à leur installation, le climat du Groenland était un peu plus chaud, rendant ces pratiques alors adaptées. Les Inuits, en revanche, qui avaient migré depuis des climats plus proches de celui du Groenland, vivaient de ce que la terre elle-même offrait. Ils s'installaient là où la chasse et la pêche étaient optimales, ces deux activités restant majeures au Groenland aujourd'hui. Cela signifiait que les Inuits s'installaient temporairement dans les régions extérieures des fjords, plus proches de la mer, tandis que les Norvégiens s'établissaient dans les régions intérieures des fjords, plus adaptées à l'agriculture. Lorsque les poissons devenaient rares dans une zone, les Inuits se déplaçaient le long de la côte. Les Norvégiens, eux, restaient liés à leurs fermes, et tout changement de fertilité ou de climat pouvait les décimer. C'est sans doute pourquoi, vers 1500, la population norvégienne du Groenland a disparu. Selon une autre théorie, les conflits entre Inuits et Normands auraient causé la disparition de ces derniers lors de la rédaction de la saga d'Éric le Rouge. Ils utilisaient des termes très peu flatteurs pour parler des Inuits.
De même, des termes empreints de ressentiment sont utilisés dans les récits inuits à propos des Normands. Il était clair que les deux groupes ne s'entendaient pas. Selon les experts, lors des affrontements, les Inuits l'emportaient souvent, étant mieux nourris et adaptés au climat. Lorsque les fermes des Normands ont commencé à échouer, ils n'étaient pas aussi efficaces pour pêcher ou survivre aux hivers rigoureux. Ils ne disposaient pas des outils et de l'équipement que les Inuits avaient perfectionnés et fabriqués. Après des millénaires à vivre dans la toundra, et à cause des relations exécrables entre les deux peuples, ils ne les ont jamais obtenus non plus. Pensez à l'inhospitalité du Groenland, puisque même Norvégiens et Islandais ont trouvé son climat trop dur. Vers 1500, le Groenland redevient la terre des Inuits, et seulement des Inuits. Mais cela ne dure pas. Au XVIe et XVIIe siècle, les baleiniers néerlandais et anglais étendirent leur commerce vers l'ouest, croisant parfois les Groenlandais. Leurs relations étaient moins tendues qu'entre Européens et Inuits auparavant. Au départ, peu s'intéressaient à coloniser une île couverte à 80% de glace, mais cette position a évolué au fil des siècles pour de nombreux pays, dont les États-Unis. Cela dura jusqu'en 1721 quand Hans Paa agit avec l'accord du royaume de Danemark-Norvège. Ces deux-là se sont installés à Nuuk pour ouvrir une compagnie de commerce et une mission luthérienne, car à l'époque, les Européens fondaient toujours une église. D'autres puissances ont commercé avec le Groenland jusqu'en 1776, mais à cette date, Anglais et Français étaient occupés par des conflits plus au sud. Alors le Danemark a déclaré un monopole commercial sur le Groenland pour lui-même. Aucun autre étranger ne pouvait débarquer sur la côte du Groenland. Le Danemark a profité de cette période pour initier progressivement les Inuits au monde extérieur, sans ouvrir le territoire à l'exploitation économique par d'autres. Ce monopole a duré jusqu'en 1950, sauf quelques exceptions, notamment avec les États-Unis, qui ont eu une relation intermittente avec le Groenland. On a beaucoup parlé récemment de ce sujet, mais les États-Unis ont envisagé d'acheter le Groenland dès 1867. Le secrétaire d'État William Seward venait d'acheter l'Alaska à la Russie, et encouragé par ce succès, envisageait d'acquérir d'autres territoires glacés et riches en minéraux. Il pourrait aussi tenter sa chance au Groenland, en Islande, et, comme plus tard en politique américaine, Seward pensait aussi au Canada. Seward ne s'intéressait pas qu'aux ressources du Groenland, il avait un plan plus large. Si l'île rejoignait les États-Unis, le Canada serait encerclé sur 3 côtés, l'Alaska, le Groenland et les autres États. Le Canada pourrait devoir rejoindre cette jeune nation. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Cependant, dans un revirement pas inhabituel pour les États-Unis, ou toute autre grande puissance d'ailleurs, le petit détail de ce que voulaient les habitants déjà présents au Groenland a été complètement oublié. La résistance des Groenlandais et Danois a fait échouer le plan de Seward d'acquérir le Groenland. En 1910, les États-Unis auraient tenté d'acquérir le Groenland via un échange à 3, orchestré par l'ambassadeur Maurice Egan, qui élabora ce plan. Les États-Unis pourraient échanger des terres aux Philippines contre le Groenland et les Indes occidentales danoises, puis le Danemark les échangerait avec l'Allemagne. Mais la proposition d'Egan fut accueillie aussi froidement que celle de Seward avant lui. Les Danois l'ont entendu, l'ont ignoré et ont continué leurs affaires. Cependant, les États-Unis n'allaient pas complètement oublier leur obsession pour le Groenland. Avec le décollage de l'aviation, acquérir l'île devenait crucial car la cryolite, essentielle à la production d'aluminium pour les avions, s'y trouvait. De petits gisements de cryolite existent dans le monde, notamment en Espagne et au Colorado, mais les plus grands sont dans une mine à Ividut, au Groenland. Quand les avions sont devenus essentiels à la guerre, tous les pays se sont tournés vers cette île stérile. Les États-Unis pouvaient, sinon contrôler le Groenland, au moins exploiter ses ressources nécessaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Danemark a été confronté à un dilemme. Le pays était occupé par les nazis, mais l'armée d'Hitler n'avait pas atteint les côtes du Groenland. L'île avait une importance stratégique pour les nazis, convoitée pour sa position et ses ressources. À ce moment-là, les États-Unis n'étaient pas engagés dans la Seconde Guerre mondiale, mais invoquèrent la doctrine Monroe pour empêcher toute intervention étrangère, surtout européenne, dans l'hémisphère occidental. En avril 1941, ils ont signé l'accord de défense du Groenland avec l'ambassadeur danois. Vous pourriez vous demander pourquoi ce n'était pas le souverain du Danemark. Après l'occupation de son pays par les nazis, l'ambassadeur danois Hendrik Kaufmann s'est éloigné et a affirmé représenter le Danemark libre. L'accord qu'il a signé prévoyait que les États-Unis protégeraient le Groenland et sa population pendant l'occupation du Danemark, puis rendraient rapidement le territoire.
Le gouvernement danois a annulé l'accord car il était sous contrôle nazi. Kaufmann, indifférent, a été traité de traître et déchu de son grade. Il a continué à les ignorer. Le traité est resté en vigueur. Bien sûr, les États-Unis ont également tiré profit de cet accord. Non seulement ils ont eu accès aux vastes gisements de cryolite du Groenland, essentiels pour une économie bientôt en temps de guerre, mais ils ont aussi pu établir des bases militaires américaines sur l'île. Cela a donné aux États-Unis une position stratégique beaucoup plus proche du front européen. Les Alliés en ont également bénéficié, car ils voulaient qu'une nation amie contrôle le Groenland afin de pouvoir maintenir l'accès aux informations provenant des stations météorologiques de l'île. Les données de ces stations étaient cruciales, car la plupart des phénomènes météorologiques européens, surtout en Europe du Nord-Ouest, venaient de l'Arctique. Savoir à quoi s'attendre en termes de météo pour les semaines et les batailles à venir était un avantage crucial pour les troupes. Les États-Unis ont construit 2 aéroports pour leur armée, devenus plus tard les aéroports internationaux de Kanger, Sulsurq et Nassarsurq, ainsi que plusieurs bases militaires, dont Blue East 1 et 2. Ils ont aussi construit des stations radio et météo sur l'île. Les nazis ont poursuivi la collecte de données météorologiques sur la côte est du Groenland, installant même 4 stations eux-mêmes. Les États-Unis ont démantelé 2 bases. Les 2 autres ont été abandonnées. En 1945, le Danemark a été libéré du contrôle nazi. Les Danois ont réclamé le Groenland selon le traité, mais les États-Unis hésitaient à partir, comme un enfant à la piscine. En 1946, John Hickerson du département d'État a affirmé que le Groenland était vital pour la sécurité américaine, poussant les États-Unis à faire une offre irrésistible au Danemark. Ils ont offert 100 millions de dollars en or pour le Groenland, puis, face au refus danois, proposé les champs pétrolifères de Point Barrow en échange de parties du Groenland. Le Danemark n'accordait pas tant d'importance au pétrole et à l'or. Il a donc refusé les 2 offres. Les Danois, bien qu'un peu horrifiés par les propositions au départ, sont restés maîtres de leur retenue. Le ministre danois des Affaires étrangères, Gustav Rasmussen, a déclaré « Bien que nous devions beaucoup à l'Amérique, je ne pense pas que nous leur devions toute l'île du Groenland. Les Groenlandais étaient heureux d'être revenus et souhaitèrent que le Danemark écoute leurs plaintes, surtout après avoir saisi l'importance de leurs terres pour le royaume. Le Danemark a écouté les habitants et supprimé son monopole commercial avec le Groenland en 1951, puis intégré le Groenland au royaume en 1953. Ils ont sérieusement amélioré les transports, l'éducation et les opportunités économiques sur l'île. Les Groenlandais ont réclamé plus d'indépendance, le Danemark a cédé. Le 1er mai 1979, ils ont accordé au Groenland l'autonomie interne, le rendant semi-autonome. Ainsi, le Groenland a lentement mais sûrement pris le contrôle de ses propres affaires au Danemark, mais il n'était toujours pas responsable de sa politique étrangère ou de ses affaires extérieures. Cela est devenu problématique quand les États-Unis ont voulu rester au Groenland, notamment à cause de l'article 10 du traité de défense signé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le Danemark. Il stipulait que les États-Unis se réservaient le droit de veto sur toute proposition de modification du traité, et ce, à perpétuité. Cela signifie que pendant la guerre froide, l'importance stratégique du Groenland est devenue impossible à ignorer, le Danemark faisant appel à ses alliés de l'OTAN pour obtenir du soutien. Les États-Unis se sont discrètement mis au travail, construisant des aérodromes et des bases militaires à travers l'île. Le Groenland, situé entre les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, était l'emplacement idéal pour des systèmes d'attaque et de défense contre l'Union soviétique. Les États-Unis ont secrètement construit la base aérienne de Thulé en 1951, entre eux et l'Union des républiques socialistes soviétiques, lieu idéal pour le ravitaillement des navires, le plein des bombardiers nucléaires en route vers Moscou et la défense des chasseurs américains contre les avions soviétiques. 10 000 soldats y étaient stationnés. Les États-Unis ont également construit une base appelée Camp Sentry en 1959, bien qu'ils aient dit à la population locale qu'il s'agissait uniquement d'un centre de recherche scientifique. Le Camp Sentry a effectivement mené des expériences scientifiques, comme des études météorologiques et des carottages de glace. Un réacteur nucléaire était présent, à usage aussi militaire. Les États-Unis ont tenté de bâtir un réseau de silos nucléaires sous la calotte glaciaire, mais la glace mouvante a rendu le projet impossible. La crise entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland a éclaté après le crash d'un B-52G américain près du nord-ouest du Groenland le 21 janvier 1968. En 1957, le Danemark a adopté une politique interdisant toute présence ou transit d'armes nucléaires sur son territoire et ses dépendances.
Le bombardier qui s'est écrasé ignorait apparemment cette politique, car il transportait 4 bombes nucléaires. L'impact a compromis les ogives nucléaires, libérant des matières radioactives dans un fjord. Mais au moins, elles n'ont pas explosé, n'est-ce pas? On a découvert que les États-Unis faisaient voler illégalement des avions avec du matériel nucléaire au-dessus du Danemark, ce qui a déplu au pays. Les personnes entourées d'eau radioactive ne devaient pas être ravies non plus. Après ces incidents, les Groenlandais sont devenus méfiants et agacés envers les États-Unis. La bonne volonté est limitée. Protéger un pays tout en construisant des bases militaires pendant quelques années, ça a ses limites. Et les États-Unis en avaient pratiquement épuisé toute la réserve à ce stade. En 2004, lors de l'accord de modernisation de la base aérienne de Thulé, les tensions liées à la présence américaine au Groenland ont ressurgi dans le débat public. Lorsque la base a été construite pour la première fois pendant la guerre froide, les Inuits locaux avaient été expulsés de force de la région. Des décennies plus tard, cette histoire a refait surface, déclenchée par les travaux de modernisation de la base aérienne. Ils ont intenté un procès pour leur droit au retour devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour de nombreux Groenlandais réclamant plus d'indépendance du Danemark, remplacer la domination danoise par une supervision militaire américaine n'était pas une réelle amélioration. Notamment quand les États-Unis stockaient des bombes nucléaires sur leur île sans prévenir. En 2008, un référendum a été organisé pour déterminer si le Groenland obtiendrait encore plus d'indépendance vis-à-vis de la couronne danoise. Le référendum a été adopté, et le Groenland a approuvé la loi sur l'autonomie. Le groenlandais est devenu la seule langue officielle, le danois ayant été abandonné, bien que de nombreux habitants parlent encore le danois et l'anglais. Aujourd'hui, le Groenland pourrait assumer plus de responsabilités sans dépendre du Danemark. Le Groenland pouvait maintenant créer ses tribunaux, sa police, ses prisons, et réglementer frontières, finances, droit familial et environnement de travail. Cependant, la politique étrangère, la politique de défense et la politique de sécurité du Groenland restaient entièrement sous le contrôle du Danemark. Alors, est-il possible que, maintenant que le Groenland prend de plus en plus en charge ses propres affaires, il soit enfin prêt à accepter une plus grande implication des États-Unis? Ou peut-être devenir une partie des États-Unis? Cela paraît improbable. D'abord, il y a ces bombes nucléaires cachées chez nous sans nous prévenir. Difficile de l'ignorer. Ajoutez à cela les tentatives répétées des États-Unis d'acheter ou peut-être même d'envahir le Groenland. Cela n'a pas vraiment conquis les habitants non plus. Les sondages montrent que 85% des Groenlandais refusent de rejoindre les États-Unis, une large majorité. Moins d'Américains adultes croient à l'inexistence du Père Noël. Ce n'est pas une blague. Un sondage de 2022 montre que 79% des adultes américains ne croient pas au Père Noël. En fait, 55% des Groenlandais ont déclaré qu'ils préféraient être citoyens danois. Cette citoyenneté offre des avantages que l'américaine n'a pas, comme les soins de santé universels et l'éducation gratuite. Le Danemark a refusé de vendre le Groenland, mais les États-Unis pourraient le prendre de force. Envahir une île paisible serait remarqué, nuirait aux relations internationales et montrerait un manque de respect des frontières, pour peu d'avantages. Nous expliquerons pourquoi, et surtout, la Russie soutient que les États-Unis acquièrent le Groenland. Et elle sait que cela fracturerait la relation des États-Unis avec l'Europe. Le premier ministre du Groenland, Mut Igeda, mène une politique d'indépendance possible, rendue possible par la déclaration d'autonomie de 2009. Il suffirait d'un référendum pour l'indépendance totale. Igeda a rappelé que le Groenland n'est pas à vendre et que son peuple doit choisir son avenir. Igeda est ouvert à collaborer avec les États-Unis pour la défense et l'exploitation minière, ce qui souligne un autre problème de fragmentation des relations internationales causées par les États-Unis. Les États-Unis profitent déjà de nombreux avantages du Groenland sans nuire à leurs alliances. L'armée américaine est présente sur la base spatiale de Bitufik, au nord-ouest de l'île, avec un système d'alerte contre les missiles balistiques et reçoit aussi des minéraux du pays. Le Danemark partage déjà des informations avec les États-Unis. Pourquoi acheter à un prix si élevé? Le Groenland devrait-il rester une partie du Danemark ou devrait-il simplement pousser pour une indépendance totale? Et que pensez-vous de l'intérêt passé des États-Unis pour l'achat de l'île? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez le plan des États-Unis pour envahir le Canada ou regardez une autre vidéo.